D'abord, la comptabilité n'est pas la même pour tout le monde. D'accord? C'est la fiscalité qui est la même pour tout le monde. Il y a des plans comptables sectoriels, comme vous le savez très bien. Les secteurs bancaires, là, sont plans comptables, les assurances, les associations, les promotions immobilières, les ONG, etc. Mais c'est le régime fiscal qui est, la loi fiscale qui est la même. Mais évidemment, vous l'imaginez bien, nous prêtons beaucoup d'attention aux grands, à tout seigneur, tout honneur. C'est tout à fait normal, parce que, partout dans le monde d'ailleurs, parce qu'une marge d'erreur chez une grande société de 2 chiffres après la virgule, eh ben, ça peut être l'impôt payé par une dizaine de PME. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cet accompagnement. D'ailleurs, nous sommes organisés au niveau régional par segment, comme je vous l'ai dit. Donc partout au Maroc, nous avons des entités chargées des grandes entreprises, des entités chargées des PME, des entités chargées des personnes physiques soumises à la comptabilité, des personnes chargées des personnes physiques non soumises à la comptabilité, les ex-forfaitaires, les nouveaux CPUistes, des services chargés des particuliers, comme vous et moi, pour que justement, dans notre organisation, on ne néglige pas, on ne soit pas tenté par mettre tous les efforts, toutes les ressources de l'administration pour ne tacler que les grands, avec les plus grands enjeux. Mais partout dans le monde, il y a des entités spécialisées des grandes entreprises, et même au sein des grandes entreprises, vous allez trouver, par exemple, un secteur financier, donc c'est des gens formés pour le secteur financier, un secteur promotion immobilière, alors là, ils ne connaissent que ça, des entreprises de travaux, ils ne font que ça. D'accord? Donc, même au sein de nos services des grandes entreprises, nous avons cette spécialisation métier. Et puisque c'est un métier du buzz, donc ça fait le buzz à un certain moment. Écoutez, c'est un métier comme un autre. Dans notre système fiscal, il n'est pas listé, on n'est pas obligé de lister le nom exact de votre métier pour que vous payiez l'impôt. Le principe, c'est que l'équité, justement, vous devez payer, l'article 39 de la Constitution, chacun doit payer en fonction de ses capacités contributives. Et donc la capacité contributive, que vous gagnez votre argent, l'agriculture ou bien des travaux sur électronique depuis votre maison ou bien en allant au bureau, vous devez payer la même chose et contribuer à l'effort de l'État de la même manière. Donc les youtubeurs, comme d'autres, je ne veux pas stigmatiser encore une fois une profession ou un secteur. Donc chacun, quand il a des revenus récurrents, il est imposable, il devient imposable, et nous avons, à travers l'information dont on dispose, on arrive à les identifier et nous les relançons. Relançons pour leur dire, écoutez, vous avez oublié de déclarer, encore une fois, la présomption de bonne foi. Vous avez oublié de faire votre déclaration, s'il vous plaît, faites votre déclaration. Il y a une deuxième lettre avec chiffré. Voilà, si vous ne le faites pas, vous risquez d'être taxé à tel montant. On l'informe. Voilà les montants dont on dispose. X, Y, Z. D'accord? Et généralement, après, il vient, c'est vrai, au début, c'est culturel. Des fois, on ne pensait pas qu'on est assujetti. On en trouve de tout. Hein. La fiscalité, on a tort de croire que c'est juste des chiffres et des calculs. La fiscalité, c'est une expérience d'abord sociale, humaine, émotionnelle, très très importante. Et l'administration fiscale, pour qu'elle réussisse à faire son travail, il faut qu'elle tienne compte de toutes ces dimensions. C'est très important. Dans notre métier, il y a 4 types de grands risques. L'identification, c'est dont a parlé monsieur tout à l'heure, a raison. Le risque de déclaration, donc vous soyez identifié mais vous ne déclarez pas. Le risque de paiement, vous déclarez et vous ne payez pas. Et le risque de sincérité, vous déclarez, vous payez, mais ce que vous déclarez et payez ne reflète pas la réalité. Quand on analyse notre système fiscal, les textes, on trouve qu'il y a des réponses aux 3 derniers risques. La déclaration, le paiement, la sincérité. Malheureusement, pour le premier risque d'identification,
c'est beaucoup plus compliqué. On est conscient. Il faut des dispositions législatives. Dans d'autres pays, ils ont des moyens organisationnels et surtout législatifs importants. D'accord? Nous, on n'a pas encore, mais il y a des avancées avec tout le débat autour du blanchiment, des luttes anti-blanchiment, ça c'est une lueur d'espoir qui, in fine, on l'espère, amènera les gens spontanément à s'identifier et à payer. Donc, alors un YouTuber, c'est quelqu'un, donc c'est quasiment un risque d'identification, d'accord? Un risque d'identification. Donc, la difficulté, elle réside en deux choses. D'abord, connaître, avoir l'information. Deuxièmement, avec l'information, l'appréhension de la personne. Et je parle évidemment du point de vue juridique, parce que nous comptons évidemment consolider les droits du contribuable, parce que pour nous, un contribuable est honnête jusqu'à preuve du contraire, il peut être juste mal informé. Donc, on ne peut pas le taxer sans qu'il soit au courant. Les premières et deuxièmes lettres que je vous ai expliquées d'une façon rapide en 30 secondes, des fois ça nous prend jusqu'à une année. Les mettre en œuvre. Parce que d'abord, je dois connaître l'identité exacte de la personne qui est sur les réseaux sociaux. Alors, je parle des réseaux sociaux ou autres, hein. Encore une fois, je ne stigmatise pas. On arrive à le faire. Et après, il faut connaître leur adresse. Et après, c'est des courriers. Ou bien, on peut céder par des huissiers de justice. Donc, la procédure, elle prend du temps. Oui, mais il y a toujours une année qui passe, c'est ce qu'on voit là. À chaque décembre de chaque année, on perd une année, la 10e année d'avant. Peut-être pour ce genre de métier, il est assez récent, donc c'est bien de l'appréhender dès le début, mais le risque est toujours là. Donc aujourd'hui, l'idée c'est d'abord, au lieu que ça soit une réaction de l'administration, on aimerait travailler pour que les gens spontanément viennent s'identifier. Nous n'avons pas de problème avec l'identification des personnes morales. Aucun. Le risque d'identification, il est réglé à la source. Parce que vous ne pouvez pas avoir de RC si vous n'avez pas votre identifiant fiscal. Vous voyez comment le texte est là, régler ça. D'accord? Et donc, ni compte bancaire, ni marché, ni rien du tout. Par contre, le risque d'identification des personnes physiques, effectivement, c'est une question d'actualité. Évidemment, j'espère, elle fera l'objet, d'accord, du débat qui va précéder cette loi de finances pour toutes les questions de lutte contre ou l'intégration de l'informel et les deux. Intégration et lutte contre l'informel. L'administration fiscale est une des administrations qui est le plus investie dans le digital. Nous sommes très fiers d'avoir un taux de déclaration qui frôle les 95% tout en digital. Il reste juste quelques exceptions à la règle qui ne sont pas au digital. Et donc le digital nous permet d'avoir une quantité de données. Je préfère parler de données. Alors, tout l'effort déployé par une telle entité et d'autres entités encore, c'est transformer la data en information. Bien sûr, en utilisant tous les moyens intrinsèques et même des moyens du web, des recherches avec les partenaires, les droits de communication dont on dispose, pour que lorsqu'on envoie un risque à la direction pour le vérifier sur le terrain, et on le vérifie encore sur le terrain grâce au contrôle sur place, et avant contrôle sur place, on n'en parle pas assez, parce que c'est l'une des grandes avancées de ces dernières années, c'est le contrôle sur pièce, et qui va aussi dans la stratégie d'abord de consolidation de la confiance, ne pas aller au contrôle sur place que dans les cas les plus, d'accord, les plus nécessaires, je dirais. Le contrôle sur pièce, il permet, par une procédure simple, d'inviter le contribuable à faire une déclaration rectificative ou bien à donner des explications par rapport à des éléments de risque que nous avons détectés.
Donc des erreurs de bonne foi. Voilà, madame, monsieur, vous avez omis de... On a vu que vous avez facturé de la TVA à des clients et votre déclaration de TVA, on ne voit pas ces montants-là. Merci de bien vouloir nous donner des explications et le cas échéant, on fait une déclaration rectificative. Donc il a son droit de réponse, il nous répond pour nous dire « Ah oui, excusez-moi, c'est une erreur dans la déclaration rectificative. Non, ce n'est pas une erreur, voilà. » Et après, on classe le dossier et on n'a pas besoin de diligenter un contrôle fiscal. Et donc ça, c'est le moyen. L'idée, c'est que les informations dont dispose l'administration, d'accord, et qui peuvent être réglées par cette procédure directe, sans passer par le contrôle fiscal, eh bien, c'est privilégié par rapport au contrôle fiscal direct. D'accord ? Et on fait 10 fois plus de contrôle sur pièce que de contrôle fiscal. Les erreurs de bonne foi, évidemment, c'est même pour nous, par défaut, toutes les erreurs sont de bonne foi. Par défaut. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la loi qui permet, en fonction de la gravité de l'erreur, de soit accorder une remise des majorations, soit aller jusqu'à 100% du montant éludé. Quand la mauvaise foi est établie par l'administration. Et je peux vous dire qu'on ne fait même pas 1% d'écart, 100%. Hein, pour vous dire que cette présomption de mauvaise foi n'est pas dans les câbles de l'administration. On ne le fait pas du tout. Par contre, il y a des sanctions. Malheureusement, je vous le dis, en tant qu'homme du terrain, je trouve que nous avons compliqué les sanctions ces dernières années avec ces débats. Mais on ne voit même pas, quand on fait un bilan, c'est pas forcément une sanction. C'est fait d'abord pour qu'il y ait un effet dissuasif et que le coût de l'argent, comme il est quantifié par les autorités monétaires et le marché bancaire, c'est aussi, l'État aussi, il a un coût de l'argent. Payer ses impôts en début du mois, ce n'est pas les payer l'année suivante. Mais cela dit, nous traitons ces cas-là au niveau de la pratique. Une entreprise, nickel, ses impositions sont payées dans les délais, elle fait une erreur, je dis des exemples carrément flagrants, une erreur juste de saisie, de télépaiement, eh bien, quelqu'un a fait une erreur. Au lieu de payer, de valider, peut-être l'erreur, c'est de laisser jusqu'à la dernière seconde du dernier jour, à minuit moins 5. Eh bien, il ne l'a pas fait, le montant n'est pas viré. L'entreprise, elle se rapproche, voilà, la personne, elle risque des sanctions. Oui, la première fois, oui, évidemment, on est très, très compréhensif. Il nous semble très généreux au niveau de la remise des majorations. Mais si on devait mettre, cette erreur-là, la majoration, c'est juste un point bas. C'est-à-dire, le coût, il est moins important que le financement bancaire. C'est pas grave. C'est des calculs tout à fait logiques et raisonnables et pragmatiques. Hein. Tout le monde le ferait. Donc aujourd'hui, nous préférons c'est l'avis, c'est un avis évidemment administration et de par la pratique. Nous préférons traiter ces cas-là au cas par cas. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi. En fonction même de l'IS, la TVA, l'IR, etc. Vous savez, vous connaissez très bien la question, mais qui fait que le système de sanctions est devenu compliqué. Avant, c'était très simple. 15% pour défaut de déclaration, 10 et 5 pour défaut de paiement pour le premier mois, après 0,5 pour les mois suivants. C'était clair pour tous. Maintenant, c'est devenu compliqué. Hein. Je ne suis même pas certain de pouvoir vous l'expliquer. D'accord ? Et qui dit complication, on dit risque de part et d'autre. Donc aujourd'hui, ces questions-là, évidemment, on prend en considération partout. Que ce soit au niveau de l'assiette, que ce soit au niveau du contrôle fiscal. On espère, on le fait, ne pas traiter tout le monde sur un pied d'égalité.